What's up guys, Guts MMA, we are back cette fois-ci pour UFC Vegas 115. Pas la plus grosse carte ce week-end en termes de name value, on va se le dire, mais une couple de bons petits combats low-key qui passent en dessous du radar, quelques prospects intéressants, des fights moins haut niveau, là. On va pas se mentir overall, mais reste que je préfère toujours une petite carte comme ça que pas de UFC du tout. Donc, on a 13 combats à breakdown ensemble. Un dernier qui a été ajouté très récemment d'ailleurs. Pour le start time, c'est comme à l'habitude, là, du moins l'heure régulière, c'est 17h PM. En direct de Vegas. Et puis avant de continuer, n'oubliez pas un petit thumbs up si vous aimez ce genre de contenu, les breakdowns. Si vous en voulez plus, ça se passe sur Instagram, un petit peu plus de contenu également. Et sinon, si vous voulez aller next level pour voir qu'est-ce que ça a l'air en vrai, mes paris spécifiques, le raisonnement derrière les bêtes, le montant, du moins la grandeur des mises, ça se passe sur Patreon. N'hésitez pas à me contacter si vous avez là, des questions ou même si vous avez envie de jaser d'un combat spécifiquement, ça va me faire plaisir. Et également, les combats vont être... les time frames plutôt vont être dans la description là, si jamais il y a des combats qui vous intéressent plus que d'autres. Vous pouvez regarder juste en bas. Donc sans plus tarder, on va commencer ça. Le premier combat de la carte, il a été ajouté un petit peu plus tôt cette semaine. Il y a quelques jours, je ne vous mentirai pas, j'ai pas fait une tonne de tape study encore sur celui-là. Je suis pas énormément familier, on va dire, avec les deux athlètes ici. Fait que je me garde quand même une petite réserve. J'ai plus de recherches à faire sur ce duel. Dakota Hope qui va affronter Kai Kamaka III. 11-1 pour Dakota, 17-7-1 pour Kai Kamaka, qui est le léger favori à moins 155. Je pense que les odds, c'est encore dans ces eaux-là actuellement. 29 ans là, pour Dakota, 31 pour Kai, un combat chez les featherweight. Pour la taille, un pouce de plus là, du côté de Kamaka et 2 pouces pour la portée. La communauté qui est un petit peu plus du côté de Hope, ce qui n'est pas tant représentatif des odds. Pour me regarder si ça a bougé là, juste avant de continuer. Kai Kamaka, moins 150. Fait que c'est encore dans les mêmes eaux. Fait que, comme je disais, c'est un combat qui a été ficelé short notice. Les deux athlètes, ils ont combattu justement récemment, là, il y a peut-être un petit peu moins de 2 mois. À noter que Kai Kamaka, c'est sa deuxième run au UFC. Il a été dans l'organisation là, dans le passé. Là, si on regarde ici, il s'était fait cut. Vous voyez, en 2020 à 2021, il a été signé victoire contre Tony Kelly. S'est fait finir par Jonathan Pierce. Split decision loss contre T.J. Brown et un match nul contre Danny Chavez. Il a été cut. Sorti de l'organisation par après. Je ne vous mentirai pas que, à date, même si je manque de recherche, je pense un petit peu plus de son côté. Plus en raison de l'expérience. Donc oui, il y a plus de combats, mais il a aussi combattu contre beaucoup plus d'adversaires décents, de styles différents également. Mainly un decision guy, vous voyez, là, sur 17 victoires, il y a 13 décisions. Mais c'est un combattant que je dirais produit complet, entre guillemets, peut-être un peu plus raffiné là, que son adversaire Hope, qui est un petit peu plus raw. Mais comme je dis, j'aime son expérience. Vous voyez, 6-1 chez Bellator. Il a combattu au UFC. Il a été chez PFL, même LFA, qui est une autre décente ligue là, régionale. Était actif dernièrement, s'est battu contre des gars comme, vous voyez, Diego Brandao, même s'il n'est plus dans son prime. Mais Brendan Loughnane, Bubba Jenkins, Carvalho, fait qu'il y a quand même eu des oppositions décentes au fil de sa carrière et des victoires décentes également. Puis de l'autre côté, Hope, j'ai regardé un tout petit peu de tape pour lui, ça a l'air d'une espèce d'athlète naturel, une espèce de freak physique. Très puissante main, je dirais, là, il cogne très dur, mais un peu plus raw au niveau du striking. Là, c'est pas super élégant, super technique, du moins encore. Capable de mixer les takedowns. Vous voyez des décisions, mais il y a aussi plusieurs finishes là, au premier round. Combattu principalement chez Fury FC dernièrement, aussi LFA. Pas nécessairement la même trempe d'adversaires là, que Kamaka a affronté, là, on va pas se mentir. Fait que c'est vite comme ça, là, sans avoir fait tout le tape study. C'est pour ça que je ligne du côté de Kai Kamaka, qui est un léger favori. Mais encore une fois, là, d'ici samedi, ça se pourrait très bien là, que ça change. Fait que restez à l'affût sur Instagram, là, comme à l'habitude. Je vais poster mes pics officiels là, probablement samedi matin. Next, on a Dion Barboza qui va affronter Melissa Gatto.
Barboza 8-4 chez les rangs professionnels, 9-2-2 pour Melissa Gatto, qui est la underdog légèrement plus 120 versus moins 145. Du moins du côté de Tapology, on va aller vérifier par après si ça a bougé. 29 ans pour Gatto, 33 pour Barboza. Vous voyez ici le poids, c'est Gatto qui a fait son dernier combat chez les 135 livres. Historiquement, c'était une 125. Elle est montée à son dernier. Je sais pas trop pourquoi. Puis là, elle redescend à 125 livres. Fait que j'ai honnêtement hâte de voir la pesée de quoi elle va looker. Puis sans oublier que Melissa Gatto, ça fait près de 2 ans qu'elle n'a pas combattu. Là, fait que je sais pas exactement si c'était pour des raisons de blessure ou elle a décidé de prendre un break pour travailler des aspects spécifiques de sa game. Mais c'est des points d'interrogation qui sont à être élucidés. Mais du moins, un layoff de 2 ans, à mon avis, c'est jamais la meilleure des choses. Le ring rust, on sait, c'est une real thing. 5 et 6 du côté de Barboza, 5 et 5 Gatto, 69 pouces de range, donc un peu plus de portée du côté là, de Gatto versus 66.5 Barboza. Communauté plus du côté de Barboza et je tends à pencher de son côté également. Vous voyez là, l'argent qui a commencé à rentrer sur Gatto, là, la ligne qui se resserre. J'avais pas vu depuis que j'ai fait mes recherches, mais écoutez, ça continue de redescendre un petit peu au Barboza. Moneyline, ça va peut-être titiller mon attention. Bref, si on commence du côté là, allons du côté de Melissa Gatto, sur papier, du moins statistiquement parlant, là, des meilleures stats debout à distance. Donc, plus gros volume de coups, touche un petit peu plus la cible. Également, très athlétique, les ripped, vous allez la voir, vous voyez la photo, j'imagine déjà là. Elle est plus shapée que moi. Découpée, je peux comprendre qu'elle est montée à 125. Là, elle doit faire une coupe de poids quand même grosse pour 125 livres. Du moins, je veux dire, je ne suis pas surpris qu'elle ait été à 135. Donc, très, très en shape, il faut lui donner. Striking descend, mais même si elle est super athlétique, elle n'a pas nécessairement la plus grosse puissance dans ses mains. Jiu-Jitsu Brown Belt au sol, attend, c'est quelque chose qui pourrait être à son détriment ici, là, attend à accepter la bottom position pour jouer au Jiu-Jitsu, parce que justement, elle a quand même un bon skill set, mais souvent, elle va se faire contrôler sur son dos pour des périodes de temps un petit peu plus longues quand elle se fait amener au sol. Plus à l'aise, je dirais, à distance de kick. Puis il y a vraiment une différence dans son striking. Il est beaucoup plus efficace quand il est sur le front foot que quand il se fait pressure. Et on l'a vu notamment dans le combat contre Ariane Lipski ou Da Silva qui a changé de nom de famille, mais elle se fait vraiment pressure sur le back foot, elle se fait trap beaucoup, puis on voit que c'est moins son dada un petit peu sur le reculon. Debout, je pense que ça va être relativement serré, honnêtement, contre Barboza, surtout si Barboza arrive et décide de mettre beaucoup de pressure. Sinon, quand ça commence à être un petit peu plus chaud pour Gatto debout ou quand elle est moins à l'aise, attend à aller engager le clinch et essayer d'amener le combat au sol. Donc, vous voyez, c'est arrivé dans plusieurs combats qu'elle mixe les takedowns, mais c'est aussi arrivé dans plusieurs combats qu'elle se fasse amener au sol avec relativement de la facilité. Si on pense au combat contre Ariane Da Silva, qui n'est pas nécessairement une grande lutteuse, elle s'est fait projeter au sol quand même facilement. Tracy Cortez, peut-être plus un pass, mais ça va être plus ici que ça va attirer notre attention, on va le dire comme ça. Fait que plus se faire amener au sol, puis elle est un petit peu trop down de rester là dans la garde de Jiu-Jitsu. Puis du côté de Barboza, c'est une high-level grappler, mais aussi un gros background plutôt là, de judo. Je l'ai noté ici, là, mais vous voyez, 7 fois champion national de judo au Brésil, 2 fois Paname champ de judo également, des titres en jiu-jitsu brésilien. Donc je pense qu'au niveau du grappling, elle va avoir un edge ici. Puis elle est très agressive avec les soumissions. Vous voyez, 1.9 sub-attempt officiel là, par 15 minutes. Dans pratiquement tous ses combats, elle en a minimum une. Mais ce qui est bien aussi dans son dernier fight, on l'a vu faire face à des sub-attempts. On a vu qu'elle a une bonne sub-defense. Fait que je pense que si elle est dans la garde de Gatto, elle va être en mesure là, de stay safe, de dominer, de rester là. Barboza, qui était, me semble, une bonne underdog son dernier combat contre Karine Silva. J'étais très high sur Silva d'ailleurs, puis ça a été un combat très, très, très chaud. Vous voyez, une décision unanime du côté de Karine, mais je pense que ça aurait pu être honnêtement une décision du côté de Barboza. Donc, très serré. Vous voyez, capable d'amener Karine Silva au sol, qui est une combattante très physique. Avoir du control time, tenter ses propres sub-attempts. Fait qu'elle l'a mis dans l'eau chaude.
Puis contre Melissa Gatto, je pense qu'elle pourrait faire de même. Puis même debout, honnêtement, Barboza, même si c'est plus une grappler, son striking s'est vraiment amélioré dernièrement. Capable de faire des beaux petits 1-2-3 piece combo. Mixe les mains, les jambes, la technique qui commence à être un petit peu plus raffinée. Un bon jab, des bons calf kicks. Fait que, honnêtement, je pense que debout, autant capable de compétitionner avec Gatto, que si elle pressure comme il faut, puis elle décide d'engager le clinch, le grappling, c'est elle qui va avoir l'avantage. Donc, j'aurais tendance à favoriser Dione Barboza pour ce combat-là. Et Melissa Gatto, on l'a dit au début, là, mais le long, les off, oui, elle peut avoir fait du progrès. Mais je pense que ça pourrait être aussi un désavantage ici, là, comparativement à Dione Barboza qui commence à avoir un petit peu plus d'expérience, on va dire, là, récemment au UFC level. Fait que je vais pencher plutôt là, du côté de Barboza là, pour le combat suivant. Prochain combat, on a Azamat Bekoyev qui va affronter Trejan Gore. Première chose qui m'est venue à l'esprit en voyant ce combat-là, c'est est-ce que Trejan Gore est encore vraiment au UFC? Eh bien, figurez-vous donc que oui, mais je pense que justement, c'est un kind of setup spot là, pour que Bekoyev en dispose et probablement que Trejan Gore va se faire cut là, par la suite. 24 Bekoyev, 5-4 là, pour Trejan Gore qui est vous aurez deviné, un gros underdog. 30 ans, 31 ans, combat chez les middleweight. D'ailleurs, Trejan Gore qui a manqué le poids à son dernier combat. Un autre mauvais look. 6 pieds pour les deux gentlemen. Gore qui a 3 pouces de plus au niveau du range. Vous voyez la communauté, là, 97% du côté là, du chum Bekoyev. Il était à moins 550, je pense que ça a même monté un petit peu plus, vous voyez, du moins 650, moins 675. Je favorise Bekoyev, oui certes, par contre je suis pas fan du nombre. Il n'y a pas grand chose à faire avec ce money line là, on va pas se mentir. Même pour un parlay, je veux dire à moins 675, ça ajoute pas vraiment de value à vos bets. Fait que soyez prudents quand vous parlay des gros money line de la sorte. Si on commence du côté de Gore, écoutez, j'ai jamais été super high sur le dude. Je pense qu'il a été amené au UFC beaucoup trop là, rapidement. Il était à Ultimate Fighter là, de mémoire. Mais il est rentré au UFC, il était 3-0. Je veux dire, 3-0, t'as rien vu. Il n'y a pas tant d'expérience chez les amateurs. Il a été push beaucoup trop rapidement à ce niveau-là. Il a perdu, la finale de Ultimate Fighter contre Brian Battle. C'était quand même fait piece-up solide. Après ça, son combat suivant au UFC, Cody Brundage s'est fait knocker au premier round. Not a good look. Donc, son menton, il est suspect en partant. Puis d'ailleurs, pour combat contre Battle, son cardio, il est suspect aussi. On va pas se mentir, contre Josh Fremd, il se fait piece up au deuxième round. C'est Josh Fremd qui essaie d'initier le grappling puis qui tombe dans une guillotine assez nasty, il faut lui donner. Là, cette guillotine-là est vraiment impressionnante, tu la voir. Soumettre Colli premier round, je veux dire, fine. Contre Marco Tullio, c'est un beatdown. Trejan Gore se fait casser la gueule. Faut lui donner. Dans ce combat-là, au moins, il ne quitte pas. Il essaye de rester là comme il est capable, mais il se fait tellement casser la gueule. Là. Vous voyez les nombres, là, 17 à 127 coups significatifs, 2 knockdowns. Si vous voulez voir Trejan Gore se faire démonter, allez voir ce combat-ci. Puis dernier fight contre Rodolfo Vieira, qui se fait plus vieux, qui est en fin de carrière, qui est un jiu-jitsu nerd. De un, il a manqué le poids. Je pense que ça l'a aidé à stuff les takedowns de Vieira. Il faut lui donner son takedown defense. Sa lutte est décente. Il est quand même fort physiquement, mais il s'est fait outstrike. Il s'est fait double up par Rodolfo Vieira, qui, oui, a amélioré son striking, sa boxe avec les années. Mais c'est pas un combattant contre lequel tu devrais te faire double up, à mon avis. Fait qu'encore une fois, pas un super bon look. Il avait manqué le poids. 31 ans, je veux dire, sa fenêtre d'opportunité commence à se refermer. Il n'y a pas une bonne fiche. Il n'y a rien démontré de bon là, au UFC level. Cardio suspect, chin suspect. Puis là, il va être contre un combattant qui est très, très complet, qui est un peu à l'antipode. Mais complet, façon de parler. Là. Mais je veux dire, il est 24 chez les pros, 20 victoires, 4 défaites. Beaucoup d'expérience. Il est plus jeune que lui, somehow. Il y a plus que le double d'expérience dans la cage chez les professionnels. Je ne parle pas nécessairement du UFC. Je parle chez les rangs pro. Un combattant qui met plus de pression, qui est plus agressif, qui a, je crois, un edge en lutte.
Oui, il a démontré un takedown defense pas mal. Trajan Gore contre Rodolfo Vieira. Mais Vieira, même si c'est un jiu-jitsu nerd, c'est pas le meilleur lutteur. Tandis que Bekoev, il shot des takedowns early et souvent, à moins qu'il est wobble, parce que non seulement il va shotter une tonne de takedowns, mais il y a des briques à la place des mains. Donc il va mettre de la pression. C'est un dog. Je pense que son chin, il est mieux que celui de Trajan Gore. Il est plus durable à ce point-ci. Il a un meilleur cardio. Son ceiling est plus élevé au UFC level. Donc, pas mal tout, tout ce que je viens de dire pointe dans la direction de Bekoev. Seule chose, je dirais, si on l'a vu, son dernier combat, Bekoev contre Belgaroui. D'ailleurs, un combat que j'avais pick, Bekoev versus Belgaroui. Il s'est fait casser la gueule, finir au 3e round. Mais on a vu pas plus tard que la semaine dernière à quel point Yousri Belgaroui, c'est un combattant solide, alors qu'il a disposé de Mansour Abdul Malik de la même façon. Fait qu'on peut lui donner un genre de passe, mais on voyait que Bekoev avait de la difficulté avec un lanky striker qui sert bien de sa portée, qui bouge bien là, side to side là, pour ne pas se faire trap contre la cage, mais aussi qui utilise bien là, les long range weapons, le jab, les low kicks, quelque chose que Trajan Gore fait bien, il faut lui donner. Il y a des bons low kicks. Si on regarde ici, là, vous voyez les tables de stats. Shout out Uncle Weezy. Trajan Gore là, qui fait 16%, non, quasiment le double. Il fait quasiment le double de low kick que les standards de la division. Fait que très actif là, avec les strikes aux jambes. Si Trajan Gore réussit à garder la distance, il garde ça sound defensively, il touch, jab, low kick, puis il fait pas d'erreur ou il fait pas preuve de bad fight IQ, ce qui serait surprenant. Peut-être qu'il pourrait donner un petit peu de trouble à Bekoev, mais je pense que ultimement, le pace, la pression de Azamat, les takedowns vont être là. Son ground and pound, il est nasty. Je pense que overall, ça va être too much là, pour Trajan Gore et qu'il va se faire renvoyer là, sur les rangs de la scène régionale. Donc, donnez-moi Azamat Bekoev. Probablement un finish, mais honnêtement, je ne suis pas certain de la façon que ça pourrait terminer exactement encore là, au point où on se parle. Next, on a Hailey Cowan qui va affronter Alice Pereira. My God, soyez prudents là, avec ce fight-là. C'est le bottom du barrel de la division. Honnêtement, c'est tellement un low-level fight. Là, donc, soyez vraiment prudents, careful, pardon, avec ce fight-ci. Donc, Hailey Cowan, 7-4 chez les rangs pro, 5-1 pour Pereira. Les odds near even, mais je pense que Cowan est rendu une slight underdog. 34 ans. 20 ans du côté de Pereira, toute jeune, un bébé pour les UFC. Puis je pense que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour elle d'ailleurs. Combat chez les Women's Bantamweight, 5 et 8 pour les deux dames. 1-2 pouces de plus de portée là, pour Alice Pereira. Communauté qui est largement de son côté également. Je suis pas tout à fait d'accord. 84%, je trouve ça complètement fou. Mais les deux, là, ils ont des gros red flags all over it. Si on regarde les odds, voyons voir, ça a-tu bougé un petit peu depuis? Vous voyez, plus 110 là, pour Cowan. Il y a du plus 120 sur meilleur prix 115. Puis au début, c'était-tu la favorite en ouverture de line? Non, elle était underdog aussi. Mais mon pick, c'est Cowan là, dans ce combat-ci. Puis je vous explique pourquoi. Là, même si les deux ils ont beaucoup de red flags, à mon avis, elle va probablement être capable de edger. Je ne suis pas super confiant non plus. Là. Mais Hailey Cowan, écoutez, elle a commencé le MMA sur le tard. Vous voyez, 34 ans au UFC. Elle a 3 fights, 2 si on oublie Contender Series, qui a été une victoire par split decision. Je suis même surpris qu'elle ait été signée sur cette performance-là. Très UFC début contre Jamie Lynn Hart. Un combat qu'elle a perdu de façon assez décisive. Par contre, il faut lui donner. Jamie Lynn Hart, même si ce n'est pas la meilleure combattante de la division, elle est très forte physiquement, puis c'est une genre de bully, entre guillemets. Puis Hailey Cowan, elle a été capable de l'amener au sol à 2 reprises. Ça paraît quand même bien, là, à mon avis, de ce côté-ci. Après ça, 2 ans off. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais qu'elle a été aux prises avec des blessures, etc. Là. Mais à peu près 2 ans off, c'est énorme. Elle est revenue contre Nora Cornole, qui est une combattante décente pour la division, qui est tout de même dangereuse, mais pas une sub-artiste. Faut le dire. Là. Puis Cornell qui termine là, les par soumission au 2e round. Un premier round qui était beaucoup plus,
pas serré, ça a été one-way traffic. Oui, Nora Cornell, qui est quand même une combattante force physiquement. Cowan qui a eu un takedown au premier round, puis qui l'a contrôlé pendant 4 minutes 24. Fait que ça peut amener le combat au sol. Elle n'a pas la meilleure lutte, là. On va pas se mettre la tête dans le sable, mais justement, elle est tellement forte physiquement que si elle t'agrippe dans le clinch, elle peut te muscle down au sol. Puis une fois en top, elle a quand même des transitions intéressantes, un top game décent également. Par contre, au deuxième, là, vous voyez, là, tenter le takedown, c'est fait reverse. Nora Cornell qui. Pas reverse, pardon, mais Nora Cornell qui réussit à saisir le dos puis la terminer. Fait que pas un super look. Puis depuis, elle a pris 11 mois off. Fait qu'encore un très très gros lay-off. Son striking, autant j'ai de praise un peu son grappling, sa force physique, que son striking est atroce. Debout, Ellie Cowan, c'est robotique, c'est stiff. Non seulement son striking offensif est pas très bon, sa défensive, c'est encore pire. Quand elle reçoit les coups, elle fige, elle cligne des yeux, elle bouge pas la tête, elle n'a pas de head movement. Elle peut tendre à fatiguer un petit peu late de ce qu'on a vu aussi au UFC. Fait que c'est vraiment là, gros red flag au niveau du striking. Puis du côté de Alice Pereira, si on regarde, là, je vais vous montrer son Tapology, ça vaut la peine. Là. Mais Alice Pereira qui est rentrée au UFC à 19 ans, puis elle a battu absolument personne là, sur la scène régionale. Elle a des combats qui ont été flagués par Tapology parce que c'était pas legit. Tu peux aller voir sur YouTube, vous pouvez aller voir. Là. Elle se bat dans des gymnases. C'est comme un gymnase d'école avec une cage montée, puis il y a comme des petites chaises des petites chaises de camping partout autour, des chaises de patio. Il y a 30 personnes qui regardent le combat. Elle s'est battue dans des centres d'achat, je veux dire, contre des filles. On dirait une mère de famille qui avait besoin d'un petit peu d'argent pour acheter du lait, je veux dire. Il y a vraiment des combats weird sur sa fiche. Là. Vous voyez 0-1, 1-6, 0-0. Celui-là contre Ozanaini, record ineligible pour le MMA. Même lui a été flagué. Je veux dire, ça fait dur. Son début contre Monty Rendon, c'est un combat un peu weird. Là. Alice Pereira qui a un bon footwork, qui est light sur ses pieds, du moins en début de combat. Elle se fait pressure par Monty Rendon. Rendon avance. Pereira, no joke, elle doit faire le tour de la cage au moins 70 fois là, pendant le combat. Très low volume, elle lance pratiquement rien. Aussitôt que Monty Rendon avance, elle fait le tour de la cage avec ses petits pas chassés. Rinse and repeat. Elle swing quand même. Son striking, c'est pas le plus élégant, mais il est plus loose, il est plus efficace que Ellie Cowan, c'est certain. Elle pack a good punch, elle swing wild, mais elle deal vraiment pas bien non plus avec les coups. Monty Rendon, c'est pas une striker élite, mais aussitôt qu'elle a réussi à toucher Alice Pereira avec des coups solides, entre guillemets, tu vois la panique qui s'installe, elle shot des takedowns désespérés, puis elle se fait brasser, elle passe proche de se faire terminer, je pense, au deuxième round là, par Monty Rendon. Fait qu'elle deal pas trop bien avec la pression, avec l'opposition, avec les coups. D'après moi, c'est une très bonne hammer, mais aussitôt qu'elle est de l'autre côté du marteau, là, ça se corse un petit peu pour elle. Ouais, c'est le deuxième round. Là. Elle s'est faite brasser. D'ailleurs, j'avais un bet sur Monty Rendon, si je ne me trompe pas, à ce combat-ci. 19 ans, c'est quand même récent, son dernier fight. Là, on parle de quelques mois. Plus sujette à faire du progrès, mais je pense qu'elle est encore beaucoup trop green là, pour le UFC. Elle devrait aller sur une vraie scène régionale puis aller chercher de la vraie expérience là, avant d'être dans ce rang-là. Ellie Cowan, fine, elle a une chance de gagner, là, détrompez-vous. Mais je veux dire, aussitôt qu'elle va pogner des vraies combattantes, là, elle va se faire smoke. Je pense que Ellie Cowan elle va être capable d'engager le clinch, elle va être capable de la pressure. C'est dans la petite cage au apex, fait que ça va la favoriser. Si elle réussit à l'agripper puis l'amener à terre, d'après moi, elle va la garder sur son dos. Pour la totalité du round, si elle ne trouve pas un finish, je veux dire, Monty Rendon a passé bien près. Peut-être que Cowan pourrait. À suivre. Mais écoutez, à Dog Money, je vais s'aider du côté de Ellie Cowan. Pas de bet par contre pour là, à ce moment-ci. Des low-level fights de même, là, tout peut arriver. Là, fait que c'est pas les combats les plus faciles à backer avec notre argent. Fait que donnez-moi Ellie Cowan là, pour la victoire ici. Next, on a Lando Vannata qui va affronter Darius Flower. Un autre combat weird. Je pensais que les deux n'étaient plus au UFC. Vannata, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il s'est battu. Mais Flowers, plutôt, de un, ça fait longtemps là, qu'il s'est battu, mais parce qu'il est sur une mauvaise streak et qu'il est vraiment poche. Donc, je suis vraiment surpris de voir ce combat-là ficelé là, pour la carte de samedi. 12-7-2 pour Vannata, 12-8-1 pour Flowers.
qui est le underdog de façon justifiée, je crois. 34 ans pour Vannata, 31 ans pour Flower. Combat 170 son dernier, mais je pense que c'est un combat chez les lightweight. On va quand même vérifier pour être certain. Voyons voir. Ouais, chez les lightweight, donc chez les 155 livres. On voit la taille qui est identique et la portée également. La communauté du côté de Vannata, puis je vais pencher aussi là, de ce côté-ci là, pour ma part. De toute façon, je me garde une réserve là, parce que, excusez-moi, Vannata, ça fait 3 ans qu'il ne s'est pas battu. 3 ans off, fait qu'on parlait là, les combats précédents, des longs, les off, ça me plaît pas trop. Je sais qu'il y a eu des plaisirs, là, mais 3 ans d'absence, c'est énorme. Sa fiche au UFC, pas la plus shiny, mais par contre, il a affronté des bonnes oppositions. Là. Vous voyez, UFC début contre Tony Ferguson en 2016, c'est pas une easy task. Après ça, victoire contre John McDassie, le même knocké, c'est décent. Ça s'est chauffé un petit peu par après. Vous voyez, sur ce stretch-là, il y a 2 matchs nuls et 2 losses. Il a combattu King Green, Drakkar Klose, vous voyez, Fevrola, Matt Frevola, Jack Casey, Yancy Medeiros qui était décent, King Green à nouveau, Mike Grundy, peut-être pas le plus gros opponent, là, mais même grosse guerre, pas grosse guerre, c'est contre Zellhuber, il y a une grosse guerre, mais Charles Jourdain l'avait soumis là, au premier round dans son avant-dernier combat. Daniel Zellhuber, il a donné beaucoup plus de résistance que ce qu'on pensait. Vous voyez, Vannata qui a passé à un cheveu de se faire finir au premier round. Il y a même des arbitres qui auraient arrêté ça, ce combat-là, c'est sûr et certain. Finalement, push through it, puis donne une opposition là, décente là, à Daniel Zellhuber ici. C'est déjà fait finir, oui, par sub, par KO aussi. Là, non, pas par KO, my bad, là, j'allais l'oublier, c'est fait blesser, c'est fait knockdown, mais jamais knocké. Fait que c'est quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un de quand même durable. Par contre, de quoi il va avoir l'air avec 3 ans de layoff? Est-ce qu'il va être en shape? J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir là, à la pesée de quoi le chum Vannata va avoir l'air. Mais sinon, si on regarde un petit peu son style, il y a un très bon striking, supérieur, là, nettement supérieur à Darius Flower. Il bouge bien, son kicking game il est good, bonne vision, bon footwork. Je pense qu'il y a vraiment un bel avantage debout comparativement à Flower. Qui a fait, je pense, c'est du karaté, sa base. Il y a quand même un volume OK, mais on dirait qu'il ne frappe pas avec une super grosse puissance. C'est comme des petits touchy frappes. Son footwork est moyen, son cardio est moyen, mais c'est surtout même son jiu-jitsu qui est très suspect à mon avis. Vannata, il est black belt en jiu-jitsu. Il y a de la lutte dans son back pocket. Puis on l'a vu dans des combats justement contre des gros strikers où il a tenté d'amener le combat au sol à plusieurs reprises. Je veux dire, tu reviens au UFC après 3 ans d'absence, tu as un gros edge au niveau du grappling contre un gars comme Flower. Je serais vraiment pas surpris que Vannata essaie d'amener le combat au sol tôt dans le combat. Puis du côté de Flowers, oui, je l'ai dit, il y a une lacune du côté du grappling. Il y a combien? Il y a 6 défaites par soumission. Donc c'est quand même énorme là, chez les pros, on va pas se mentir. Mais là aussi, il est sur un super gros lay-off. Ça fait presque 2 ans qu'il ne s'est pas battu en MMA. Je sais qu'il a fait... il y a un background de boxe aussi. Je pense pas qu'il a boxé entre-temps. Mais sa fiche de boxe, c'est merdique. Je pense que c'est comme 1-6 ou quelque chose de même. Il a la tête ailleurs. J'ai entendu dire qu'il y a une promotion de combat qui fait toutes sortes d'événements qui est vraiment là-dedans. Probablement qu'il reste un fight sur son contrat. Puis ils ont décidé de le ramener, de faire un petit gift à Vannata. C'était pas du long lay-off, justement. Je serais all over Lendo, c'est sûr et certain. Il a 34 ans, il n'est pas si vieux que ça. C'est dommage parce que ça fait 3 ans qu'il ne s'est pas battu, mais il a comme manqué les meilleures années de son prime, entre guillemets. Mais d'après moi, il en reste un petit peu d'antenne pour ça. Là. Je veux dire, Darius Flower, vous voyez, il se fait malmener, il se fait amener au sol. Sa défensive est mauvaise, son cardio est mauvais. Il y a de la misère avec les coups au corps, les tips notamment, de Jake Matthews qui font un gros effet. Vannata qui a des bons kicks, justement. Ça devrait être un fight pour Lando. Sinon, honnêtement, si Darius Flower gagne ça, je vais être très très surpris. Les UFC vont sûrement le cas de pareil. Là, ça me surprendrait bien gros qu'il garde pas une super team derrière lui non plus. Fait que, écoutez, tout penche du côté de Lando. Là, les off me laissent un petit goût amer ici, mais d'après moi, il va essayer de l'amener à terre assez rapidement, puis en disposer. Là, Darius Flower qui ne peut pas bloquer un takedown
de ma grand-mère. Donc, à suivre, j'ai hâte de voir, là, mais un drôle de match-up encore une fois sur la table. Next, on a Alessandro Costa qui va affronter Stewart Nicol. 14-5 pour Costa, 8-2 pour Nicol, qui est un gros underdog ici. 30 ans Costa, 31 ans Nicol. Combat chez les flyweight. 5 pieds 4 versus 5 et 5. Donc, léger avantage de taille là, pour Stewart. Mais la portée qui va du côté de Costa. Pas par une grosse marche par contre. Communauté all over Costa, puis honnêtement, je pense qu'il va smoke Stewart Nicol. Je serais très très surpris qu'il gagne. Si on regarde les odds, vous voyez, moins 400 pour Costa. Je pense que Coolbet ont moins 385. C'est pas mal le meilleur prix sur le marché. Même un parlay piece que je trouve intéressant là, cette semaine. Puis écoutez, Stewart Nicol, quand il est arrivé au UFC, pas mal tout le monde, je dirais, les die-hard, ceux qui suivent ça de près, avaient des bons espoirs pour lui. Il était invaincu pré-UFC. Gros pedigree de grappling sur papier. Donc, Black Belt en joue. Je me demande si c'est pas un deuxième degré. Puis finalement, même s'il y a eu des très bonnes performances sur la scène régionale au UFC, ça s'est juste pas manifesté. Puis il est honnêtement awful, probablement un des pires flyweight du roster. Il a commencé contre Jesus Aguilar et s'est fait sub en très peu de temps. Là. Donc une guillotine serrée, il n'a jamais tapé, il s'est fait endormir. Puis son combat suivant, j'ai même pick contre Lucas Rocha. Puis Stewart Nicol qui a des pillow hands, il n'a pas vraiment de puissance dans ses mains. Pour un flyweight, il n'est pas super athlétique, il n'est pas très rapide, il n'est pas très explosif, bouncy sur ses pieds, pas un footwork super également. Puis, vous voyez, il y a eu 2 takedowns contre Lucas Rocha. Il ne joue que par les takedowns. Là. Vous voyez, il en a shooté 20 au total dans ce combat-là. Il y en a eu 2. Sa lutte qui n'est pas super efficace offensivement. Puis non seulement c'était pas super efficace, il s'est fait takedown 3 fois sur 4 là, par Lucas Rocha. Il s'est fait outstrike 115-45. Faut lui donner, il a fait preuve de résilience dans ce combat-là parce qu'il s'est fait pieced up. Les body shots, les coups au corps, c'est assez nasty. Son cardio, il a ralenti dans ce combat-là au fil du round. Je peux comprendre, là, tu manques 18 takedowns à terme sur 20 puis tu te fais dépecer le corps. C'est normal que tu fatigues un petit peu, mais ça va probablement être le même style de scénario ici. Sa défense, justement, est pas très bonne. Opposition pré-UFC très moyenne également. Puis du côté de Costa, je veux dire, c'est pas un combattant flawless non plus. Mais il y a clairement beaucoup d'avantages ici. Quelques défaites au UFC, mais si vous regardez le nombre de ses adversaires qu'il a affrontés, contre qui il a perdu, UFC début contre Amir Albazi, ça n'a pas passé. Il a perdu par KO au 3e round. Contre Steve Erceg, il a perdu la décision. Contre Alden Correa, il a perdu KO au 3e. Par contre, il s'était blessé au pied fin du 2e. Là, je pense que c'est pas mal ça qui a mis fin à sa soirée. Par contre, il s'était fait dominer au premier round, 2e plus serré, il faut pas l'enlever. Mais il tend à avoir plus de difficultés contre des longs strikers, plus techniques, plus rapides. Puis c'est vraiment pas ça qu'il y a face à lui ici. Costa qui est build comme un tank, qui est très physique, très musculaire pour la division. Plus athlétique, plus rapide. Il a une belle boxe. Il travaille bien le corps. Je pense qu'il va avoir beaucoup de succès là, avec les body shots contre Stewart Nicol. C'est une black belt en jiu lui-même. Sa lutte est bonne également, offensivement comme défensivement. Très décente. Je pense qu'il va pouvoir rivaliser avec Stewart Nicol. S'il se fait amener au sol, historiquement, là, si on regarde c'était-tu contre Albazi ou Erceg? Bref, j'ai un blanc. Il pouvait se faire contrôler au sol, pas trop d'urgency to get up parce qu'il y a un gros niveau de jiu-jitsu, fait qu'il plaît un peu au jiu, de la misère à se relever. Mais récemment, contre Correa, justement, il essaie de work son way back up très rapidement, du moins beaucoup plus qu'auparavant, fait que du progrès de ce côté-ci. Écoutez, plus vite, je l'ai dit, meilleur boxe et quand même fort pour la division. D'après moi, là, il va planter Stewart Nicol en fin de semaine. Stewart Nicol, il n'est pas UFC level, à mon avis. Là, je ne sais pas trop comment ça s'est passé là, sur la scène régionale pour qu'il passe dans les mailles comme ça, puis qu'on ait des high hopes sur lui de la sorte à son entrée. Je serais très très surpris là, qu'il ait une victoire ce week-end. Fait que donnez-moi Alessandro Costa pour la win. Probablement un late finish, là, c'est mon feeling. Prochain combat, un fight qui m'intrigue beaucoup. On a Thomas Peterson contre Guilherme Pat.
10-4 pour Peterson, 6-0 pour Monsieur Pat, qui est un léger favori ici. 31 ans pour les deux heavyweight, 246 livres, 238 livres. J'ai hâte de voir là, à la pesée justement de quoi ça va avoir l'air. Un combat qui est chez les heavyweight encore de mémoire. Ouais, c'est ça. Fait que pas les plus pesants heavyweight, là, vous voyez, là, sous la limite quand même par une bonne marge. 6 pieds 1, 6 pieds 5 pour Pat avec un gros avantage de range. Là, donc c'est quoi 7 pouces de plus là, de portée. La communauté du côté de Pat, beaucoup plus que ce que les odds indiquent. Puis je vais sider de son bord également. J'ai quand même une petite réserve. Là. Vous voyez quoi? Pat qui est rendu même le underdog. Intéressant. Si on a un petit plus money sur son nom, je vais peut-être tenter un poke à suivre. Là. Ça va dépendre des nombres qu'on nous offre. Mais bref, Guilherme Pat qui arrive de son UFC début assez récemment contre Allen Fry Jr. Un combat, c'est quand même drôle parce que Pat il était supposé se battre à Contender Series la dernière saison. Il a pull out de son combat, puis lui ont donné à la place un spot directement sur une carte du UFC. Fait qu'il a été chanceux, puis un combat qui a gagné décision, in good fashion. Il y a Outstrike Allen Fry Jr., puis il faut dire, là, Allen Fry qui a une durabilité assez hors du commun parce qu'il s'est fait casser la gueule encore une fois. Ouais, c'est un bon beatdown, là, on va pas se mentir. Guilherme Pat qui frappe comme un troc, même s'il n'y a pas énormément d'expérience. Oui, ça fait 3 ans qu'il fait du MMA Pro. Il a dû commencer plus tôt que ça, c'est certain, là, mais vous voyez très, très en shape le dude. Là. Il cogne, il a une belle boxe, il cogne très dur. Power jab est nasty, mais il peut mixer au corps des petits step back right hand. Fait que pour vrai, là, ses mains sont quand même nice là, pour un heavyweight. Il bouge quand même bien, il a une bonne mobilité, il est athlétique. Par contre, c'est pas battu contre le plus gros niveau de position. Là. Vous voyez, Allen Fry Jr., c'était pas mal son plus gros test. Il l'a passé facilement. Là. Mais Mauricio Queiroz, 4-4, 0-0, 3-1, 0-0. Fait que pas nécessairement grosse opposition sur la scène régionale. Contre Queiroz, c'est assez... il a violenté Queiroz, encore une fois. Il y a une scène assez drôle. Là. Il fracasse le nez. Vous voyez Mauricio qui a vraiment le nez pété, ils sont à distance, puis il fait juste le replacer lui-même, puis il continue à se battre. $2 d'un complete juice head. Sur la scène régionale, Pat s'est fait takedown à quelques répétitions, mais a démontré un get-up game décent. Un takedown defense décent aussi. Il joue bien les over, les underhooks là, pour défendre les takedowns contre la cage. Mais clairement que Thomas Peterson, c'est le meilleur lutteur qu'il va avoir affronté. Peterson, stance gaucher. Il y a une boxe intéressante aussi pour les heavyweights. Il y a quand même une vitesse descente. Il peut mixer les niveaux, les combos avec la boxe. Principalement au niveau du striking, mais il y a la lutte dans son back pocket, puis il devrait essayer de lutter Guilherme Pat très rapidement dans ce combat-là. S'il décide de jouer debout, je pense qu'il va se faire chin-check. Pat, il a une puissance assez phénoménale, puis justement, si vous avez un menton suspect, vous allez vous faire expose, vous allez vous faire sleep, et puis je crois que c'est le cas, malheureusement, de Peterson. Là, il y a 4 défaites, il y en a 3 par knockout, puis certaines là, assez brutales. D'ailleurs, pas 3, mais 2 là, au UFC level. Contre Petrino, dernièrement, il s'est fait knocker brutalement au 3e round, mais il s'était fait blesser quand même solide au premier aussi. Shamil Gaziev, il a sleep au premier round. Aussi pas les meilleurs looks. Fait que s'il décide de hang out un peu trop debout contre Guilherme, je pense que ça va être une mauvaise soirée pour Thomas Peterson. Il y a tout de même l'avantage d'expérience, l'avantage de lutte. Il s'est battu contre 2 gros bonhommes puissants. Vous voyez là en Petrino, justement, Gaziev, Mohamed Ousmane, mais c'est pas un excellent striker non plus. Il a été on and off au UFC level. Puis il est capable là, d'implémenter un gros wrestling game plan. Vous voyez 9 takedowns comme Dontel Mayes. Donc pour moi, c'est vraiment est-ce que Peterson va réussir à amener au sol Pat de façon à répétition plutôt ou non. Si c'est le cas, je pense que Peterson il va cruise à la décision. C'est quand même un underdog décent à considérer cette semaine. Mais j'ai l'impression que la physicalité de Pat va peut-être être un peu too much, puis ça prend une bonne shot qui le tag, puis ça va être complété. Ça ne sera pas un walk in the park, j'ai l'impression par contre. Probablement que Peterson va réussir à l'amener au sol à quelques fois. Mais il va lentement mais sûrement réussir à get up, puis risque là, de blesser Peterson assez sauvagement là, quand ça va retourner sur les pieds.
Faites attention par contre, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, comme j'ai dit sur Pat, à quel point son takedown defense est bon contre des combattants de cette trempe-là. Contre un gaucher, comment ça va se traduire aussi debout. Pour vrai, j'ai l'impression que ça va être correct. S'il est sur son dos, vraiment le flat, là, le dos à terre au milieu de la cage, son get-up game, son jiu, de quoi ça a l'air. Fait beaucoup de choses à considérer quand même sur ce fight-là. Mais mon pick, ça va quand même rester Guilherme Pat là, avec confiance très légère, très légère. Next, on a probablement le combat de la carte qui m'intéresse le plus. Robert Ruchala versus José Delano. Ruchala 11-2 chez les pros, 16-3 pour Delano. Ruchala qui était, si je ne me trompe pas, champion KSW et Delano qui était champion LFA. Fait que deux champions de la scène régionale qui s'affrontent. Delano qui est un gros favori, un peu trop à mon goût. Je ligne de son côté, là, spoiler. Mais je trouve que les cotes sont un petit peu trop larges. 27 ans là, pour Ruchala, 29 pour Delano. Combat chez les featherweight. La taille, pareil, et 2 pouces de plus de range là, pour Ruchala. Vous voyez, communauté largement du côté de Delano. On va voir ça bouger ici. Moins 280. OK, ça commence à baisser depuis, là, vous voyez, moins 290. Ouais, c'est encore quand même cher payé, mais au moins, là, moins 400, c'était un petit peu trop gros à mon goût. Écoutez, deux prospects qui n'ont pas beaucoup d'expérience au UFC, mais qui ont beaucoup d'expérience à l'extérieur. Vous voyez, Delano, là, c'est son premier combat officiel au UFC. Il arrive du Contender Series. Et Ruchala, il a fait son début contre William Gomi. C'était UFC Paris, je crois, là. Ici. Mais avant de regarder tout ça, là, je vais vous montrer un petit peu là, ces deux combattants qui sont UFC ready, à mon avis, qui ont fait leur preuve sur la scène régionale. Tantôt, je parlais de contenders qui arrivent, qui font leur début, qui ont plein de points d'interrogation. Ces deux-là, la plupart des points d'interrogation, ils ont été répondus. Donc, vous voyez là, Delano ici, qui a beaucoup d'expérience LFA principalement, mais qui a affronté des solides dudes. Si vous regardez là, le niveau d'opposition auquel il a fait face, donc, beaucoup d'expérience. Il a fait des 5 rounds également. Sa dernière défaite, vous voyez, c'est Gabriel Santos, qui est d'ailleurs rendu au UFC. Je me souviens plus de son contrat, de quoi ça a l'air, mais qui a tout de même bien paru. Je pense qu'il avait débuté là, contre Murphy, Leron Murphy, justement. Peut-être un short notice. Puis il avait perdu ce combat-là, mais tout de même, c'est pas un combat facile. Mais sinon, vous voyez, ça remonte à loin là, pour ses premières défaites. C'était en début de carrière ici. Il y a un Jean Silva. C'est pas le Jean Silva qu'on connaît, j'imagine. Là. Ça me surprendrait bien gros. Mais j'ai envie d'aller voir. Non, ça en est un autre. Mais semblait aussi que ça faisait pas de sens. Mais bref, pour Ruchala, là, Delano, c'est un striker hors pair, de toute beauté. Je suis un fan de striking. Il est vraiment nice à voir aller debout. Son footwork est impeccable. Il switch tense. C'est beau comment il bouge. Il va shifter les angles. Il bouge latéralement. Il est autant efficace dans son striking quand il avance que quand il recule. C'est qui qu'on parlait plus tôt qui avait de la misère sur le recul? C'était Melissa Gatto. Ben là, ici, là, c'est l'inverse. Le dude est efficace quand il avance, quand il recule. Side to side, très bonne offense. Des deux stances, il mixe bien. Les knees, les elbows, close range, comme les teeps, toutes sortes de kicks, tous les niveaux, que ce soit aux jambes, au visage, des teeps. Très bon type d'ailleurs. Travaille bien le corps, travaille en combo avec les mains. Je veux dire, son striking est vraiment bon. Puis même son grappling, on l'a vu être testé à quelques reprises là, sur la scène régionale. Son takedown defense, il est décent. Il est capable de scramble up. Il perd pas de temps. Il veut se relever puis retourner combattre où est-ce qu'il est bon. Donc pour de vrai, là, Delano, solide combattant là, qui arrive au UFC. Et c'est son premier combat à Contender Series. Honnêtement, son adversaire, Manuel Esposito, shout out, là, il est durable, là, ça n'a pas de sens. Là, il s'est fait casser la gueule encore une fois. 146 à 38, les coups significatifs. Vous voyez, il a lancé 222 coups significatifs là, pendant le round. Manuel qui a eu 2 takedowns, mais seulement 39 secondes de contrôle. Là, donc Delano, difficile à contrôler. Mais on a vu que Delano, il y a un output, il y a un volume de fou. Il y a du cardio pour 3 rounds sans problème. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai vu là, de lui précédemment. Puis Robert Ruchala, c'est pas un mauvais fighter, définitivement pas. Mais il est clairement plusieurs niveaux en retard au niveau du striking.
À l'inverse, il est un petit peu plus flat-footed. Il est beaucoup plus linéaire là, vers l'avant dans ses offensives. Contre Gomi, à certains moments, il avait l'air un petit peu soft au corps. C'est quelque chose qui pourrait être clé ici là, si Delano réussit à travailler le body là, souvent. Il me semble que Gomi avait du succès avec les tips, avec les kicks au niveau du body. Je pourrais voir José Delano utiliser ça également. Ruchala, probablement un petit avantage au niveau du grappling, de la lutte, mais encore là, à quel point Delano, il n'est pas facile à amener au sol, encore moins avec sa mobilité. Mais clairement que Robert, il a avantage à essayer d'amener le combo au sol dans ce duel-ci. Si ça se passe debout, je pense qu'il va se faire piece up. Je veux dire, il pourrait sortir un lapin de son chapeau, ça reste du MMA. Il avait quand même il avait donné une bonne opposition à William Gomi, là, plus que j'aurais anticipé, je me souviens. Il me semble que j'avais un bet Gomi décision, puis ça avait été pas mal plus chaud là, que ce qu'on voit là, ici. Je pense qu'il avait pincé avec un head kick au troisième, un hook au premier. Fait que clairement, un combattant décent avec du potentiel. Encore jeune, il a probablement fait du progrès depuis. Mais je pense vraiment là, que Delano, son striking, va faire la différence ici, qu'il va gagner une décision assez convaincante, ou peut-être un late finish. Ruchala qui est très durable, mais comme j'ai dit, un petit peu plus soft au body. Puis, tu sais, je parlais de l'expérience de Delano, mais Ruchala aussi, là, on l'a dit, là, qui est SW Champ, mais il s'est battu avec une coupe de solides dudes, dont un que vous allez reconnaître, c'est sûr et certain. Saladin Parnasse, ici. Il s'est fait battre, oui, mais ça reste quand même un gros niveau d'opposition à avoir sur sa fiche régionale. Il s'est rendu au 4e round, mais je pense qu'il avait vraiment du mal avec la pression de Parnasse, là, pression assez suffocante du début à la fin. Meilleur striking également. Donc, ce ne sera pas nécessairement un match-up facile, je pense, pour Ruchala, encore une fois. Il va falloir qu'il coupe les jambes de Delano, qu'il réduise sa mobilité très, très vite dans le combat, puis qu'il mixe les takedowns pour avoir du succès. Mais est-ce qu'il va y arriver? J'aurais tendance à dire non. Donc, donnez-moi Delano pour la victoire dans ce combat-ci. Prochain combat, un autre drôle de match-up. On a Tommy McMillan versus Manolo Zecchini. McMillan 9-0, 11-4 pour Manolo, qui est un gros underdog ici. 28 ans, 29 ans pour l'Italien. Combat chez les featherweight 6 pieds, donc beaucoup plus grand pour Tommy versus 5 et 8. 74 pouces de reach, fait qu'on a 5 pouces de plus au niveau de la portée également. 97% de la côté de McMillan. Puis je pense que les odds, c'est encore pire, là. Tantôt, je parlais de Bekoev, de faire attention à moins 650. Ben ça, c'est un autre, un autre cas assez intéressant. Moins 1400, moins 1600. Je veux dire, il n'y a rien à faire avec un money line comme ça. Puis honnêtement, je pense que c'est beaucoup trop élevé, là. Si vous voulez jouer un money line, un poke sur Manolo Zecchini, c'est là que la value est, là, parce qu'il n'y a pas d'affaire à être un aussi gros favori, Tommy, à mon avis. Vous allez peut-être le reconnaître, il était à Contender Series dernière saison. Il s'entraîne avec O'Malley. Il look un peu comme O'Malley, un genre de wannabe Shawn. Mais c'est pas Shawn, là, c'est plus un grappler, je dirais. Il n'y a pas un jiu-jitsu élite, mais il y a un bon background de lutte. À l'habitude, Tommy il cherche plus à engager dans le clinch, mettre beaucoup de pression, bully ses adversaires. Il y a des très bons front chokes là, qu'il peut saisir à partir du clinch. Puis si ça va au sol, il est très opportuniste aussi là, avec les soumissions. Donc vous voyez là, des guillotines, des rear naked choke. Il y a 3 KO. Ouais, 3 KO, 5 subs. Il a eu sa première win par décision. Il n'était jamais sorti du premier round. Fait qu'on a eu des réponses un peu là, à Contender Series. Mais c'est pas battu contre des adversaires super haut niveau là, sur la scène régionale. David Megoyan à Contender Series, c'était clairement là, son adversaire le plus coriace jusqu'à présent. Puis c'est un combat que oui, il a gagné, mais ça n'a pas été tout beau, là. Je l'ai ajouté d'ailleurs dans la Banger List sur Instagram. Si vous voulez aller voir ce combat-là, c'est un très bon fight. Mais bref, Tommy McMillan, autant j'ai parlé un peu de son background de wrestling, son jiu qui est intéressant, son striking qui est en développement. Offensif, ça va, mais c'est sa défense qui est presque inexistante. Il se fait toucher au premier round avec pratiquement tout ce que David envoie. David qui n'est pas nécessairement un striker hors pair non plus. Il n'y a pas de knockdown affiché, mais Tommy McMillan, il se fait wobble, il se fait drop pratiquement 2 fois solidement au premier round. David Megoyan qui est all over him.
On pense tous que ce combat-là est fini. Il tombe dans une sub à thème qui est tellement serrée. Là. Il y a vraiment un coup flexible là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est sorti de cette position-là. Bref, il se fait casser la gueule solide au premier round. Somehow, il survit. Il a l'air dead entre les 2 rounds. Il revient, puis il a un second souffle. Il faut lui donner très, très résilient pour avoir poussé au travers de ça. Deuxième round, David McGowan, il a beaucoup donné au premier round, puis il commence à fatiguer. Puis c'en a un autre qui n'avait jamais vraiment vu, ou pas souvent, là, les rounds 2-3, donc qui a été extend. Finalement, Tommy McMillan qui reprend le dessus tranquillement, puis qui met de la pression, puis qui, oui, se fait tag encore solidement, mais David McGowan n'a peut-être plus le pop aussi gros qu'au départ. Puis, au round 3, Tommy McMillan, il a vraiment montré qu'au moins c'est un dog, puis là, il commence à mettre beaucoup de pression. Vous voyez, 77 coups significatifs au troisième round. C'est pas le combat le plus chic, on s'entend. C'est un peu comme un bar fight, mais il a push through it. Il a eu la victoire, décision majoritaire, je pense. Ça aurait pu être un match nul, clairement, là, un 18 au premier, puis les 2 autres à Tommy. Mais tu sais, il a montré qu'il y a quand même beaucoup de flots défensifs debout, puis qu'il peut se faire clipper là, sérieusement sur les pieds. Puis du côté de Zecchini, il y a plusieurs raisons qui fait, je crois, qu'il c'est un très très gros underdog. Principalement, sont les offs. Ça fait presque 3 ans qu'il ne s'est pas battu. Il y a eu des grosses blessures, même s'il est jeune. Il a fait son UFC début contre Morgan Charrière. Je me souviens plus si c'était un short notice fight. Mais bref, il se fait piece up par Morgan Charrière, qui est un striker, on va se le dire, là, qui est très haut niveau par rapport à Tommy McMillan. Mais bref, Zecchini qui reçoit des gros body kicks, puis qui se fait TKO au corps, là, au premier round. Vite fait, bien fait. Encore une fois, Zecchini, un peu à l'image de Tommy, il n'a pas nécessairement eu la plus grande opposition sur la scène régionale. Vous voyez, presque toutes ses victoires sont par knockout, mais c'est pas contre des dudes très solides. Il n'y a rien de super impressionnant sur sa fiche. Il y a un background de karaté. Je sais qu'il s'entraîne principalement à Jackson Wink avec Steve Garcia, mais c'est pas Steve Garcia. Autant Tommy, là, même s'il s'entraîne avec O'Malley, il n'est pas du tout... il n'a pas du tout le skill set d'un champ, que lui, il n'est pas à l'image de Steve Garcia ici. Mais ça reste un striker décent. Probablement plus technique, plus à l'aise que McMillan debout. Fait que tu sais, si McMillan il décide de jouer un peu trop au tough debout, puis il pourrait se faire clipper. On a vu que son chin n'est pas bulletproof, sa défensive est mauvaise. On a un dos de karaté qui, à sa base, c'est plutôt le striking. Je pense qu'il y a une lutte correcte. Clairement, je donne l'avantage à Tommy. Mais je pense que Zecchini, c'est pas nécessairement un tout nu non plus dans le département du wrestling. Mais je doute qu'il soit vraiment un gros prospect chez les featherweight. Pourquoi je dis que la value est sur lui? C'est clairement le hype là, qui a boosté cette cote-là. Là. Je veux dire, moins 1400, là, c'est complètement fou. Mettons qu'on aurait vu du moins 4, moins 500, j'aurais pu comprendre. Moins 1400, je trouve ça très, très exagéré. Fait que, il n'y a rien à faire. Là. Un petit poke, on ne sait jamais. Là, il se fait clip par un head kick en partant et de s'MMA. On pourrait avoir une surprise ici, c'est sûr. Je vais sûrement finir par avoir un petit quelque chose sur Zecchini juste pour dire, vu que la cote ne fait pas de sens. Mais tu sais, Tommy, il devrait gagner ça. On s'entend. Il ne devrait pas être favori autant, mais il devrait win. Écoutez, sinon, meilleur conseil que je peux vous donner, stay away. Stay away de ce fight-là. Niveau bet, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Donc, donnez-moi Tommy pour la victoire. Prochain combat, Raphaël Estevam versus Ethan Ewing. Estevam 14-0 chez les pros, 9-2 pour Ethan. Je vais mettre tout le temps, j'ai tout le temps tendance à dire Ethan. Code très serré là, sur Tapology, ça a peut-être bougé un petit peu. 28 ans, 29 ans pour Estevam. Vous voyez, les poids, il ne faut pas trop s'y fier. Là. 145 livres, dernière pesée de Ethan, mais c'était short notice, vous vous souviendrez, contre Malcolm Wellmaker. Wayne HD, 48 heures d'avis, le gros upset, une catégorie de poids plus haute. Puis du côté là, de Estevam, c'était un flyweight, mais il a manqué le poids à plusieurs reprises, des catchweight, etc. Finalement, UFC, ils ont dit là, c'est à 135 livres, tu ne retournes plus en bas là, pour être un weight bully. Fait que nouvelle catégorie de poids pour lui. 5 et 8 versus 5 et 6, la portée qui est identique, communauté un petit peu plus du côté de Ewing. Je vais vous avouer que je suis très partagé là, sur ce combat-là ici. Au niveau du prix, Estevam qui est rendu à plus 125. Honnêtement, il y a des angles qui m'attirent là, sur ce fight-là. Je vous en parle dans un instant. Là. Mais du côté là, de Ewing, je vous en ai parlé, il avait fait son début short notice contre Malcolm Wellmaker qui était super hyped.
Finalement, Ewing qui a dégonflé la balloune de beaucoup de gens. Il démontrait déjà des belles choses sur la scène régionale, mais de faire ça short notice, c'était quand même impressionnant. Il y a un background de lutte, donc il a déjà lutté dans le passé, mais c'est principalement un striker. Il peut mixer les takedowns, mais c'est pas ce qu'il cherche à avoir principalement. Son striking est vraiment nice. Encore une fois, très mobile. Il est très light-footed, in and out. Il gère bien sa distance. Il mixe bien les combos avec la boxe, avec les kicks également. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de knockouts là, sur le nombre de victoires. Là. Sur la scène régionale, il a affronté des gars corrects, là, mais rien de trop extrême non plus. Mais clairement qu'il a l'avantage du striking là, dans le combat suivant. Puis du côté de Estevam, ben, c'est un profil très différent. C'est un gros lutteur, un gros grappler. Estevam, ça va commencer, il va vouloir amener le combat au sol straight up. Il va shooter, je ne sais pas combien de takedowns dans le combat, mais c'est ça qu'il veut faire debout, un peu à l'image du dernier combat. De l'avant-dernier, là, quand il y avait Delano qui était plusieurs niveaux au-dessus de son adversaire debout. Ben, c'est la même chose ici. Je pense que Estevam, il n'a vraiment pas les outils pour hang out debout contre Ethan Ewing. Par contre, son grappling, même si Ethan il a un background de lutte, je pense que Raphaël va réussir à l'amener au sol, probablement tôt dans le combat. Raphaël, il tend à commencer le combat très rapidement, très fort. Vous voyez là, les takedowns, 2 Contender Series, 3 contre Charles Johnson, 11 contre Aguilar, 5 contre Felipe Bunes. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est amener le combat au sol le plus rapidement possible. Dans pratiquement tous ces combats-là, il a cumulé un control time assez élevé. Je l'avais noté, je l'ai ici, je pense. Ouais, Contender Series sur 7 minutes 25 secondes, il y a 6 minutes 40 de contrôle. Contre Charles Johnson, il y a 9 minutes 23 de contrôle sur 15. Aguilar, 9 minutes 22 sur 15. Son dernier, 10 minutes 42 sur 15. Donc, vous voyez que c'est vraiment ça, sa stratégie, amener le combat au sol. Il est très safe. Il va jouer la position avant la soumission. Puis si jamais il est capable d'établir une bonne position qui est à l'aise, là, il va commencer à striker un peu plus, peut-être tenter d'aller chercher des tentatives de sub. Il y en a une seule de crédité au UFC level, mais s'il est capable d'aller chercher des opportunités, souvent il va chase les positions puis les subs à thème, même s'ils ne sont pas lockés officiellement. On l'a vu essayer d'aller chercher différents chokes à ce niveau-là. On l'a vu défendre des chokes, donc je pense que son jiu-jitsu défensif est très solide également. Je serais surpris que Ethan Ewing ils réussissent à le soumettre. Ce qui m'inquiète, c'est vraiment son cardio, parce que vous voyez, là, contre Charles Johnson, même Aguilar, puis contre Bunes, les 3 combats, il domine le premier round, deuxième aussi, mais un peu plus tough, puis le troisième, il tend à vraiment ralentir. Quand tu shots autant de takedowns, puis que tu forces physiquement de la sorte, si tu n'as pas le conditionnement physique qui va avec, tu t'en ralentir, puis c'est ça qui arrive. Se mettre dans l'eau chaude, là, contre Charles Johnson, troisième round, il se fait placer combien de coups significatifs? Vous allez voir, c'est quand même assez intense. Là. Il se fait piece up 54-9 au troisième round contre Charles Johnson. Contre Aguilar, un peu le même principe, 28-8. Fait que vous voyez qu'il ralentit drastiquement. Capable d'en faire juste assez là, pour ne pas se faire knocker, whatever. Continue de tenter des takedowns, mais les réussit moins. Fait que c'est très dangereux contre Ethan Ewing qui, lui, a un très solide cardio, gros output. Il est quand même dur pour la division. Et au troisième round, il va être aussi fort qu'au premier. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va play out. D'après moi, Estevam va être capable d'obtenir ses takedowns early, de dominer probablement le premier round, une partie du deuxième peut-être. Puis le troisième, Ewing qui va take over, là, je suis pas mal sûr. Fait que tout repose pas mal sur le deuxième round, j'ai l'impression qu'il va être capable de dominer. Estevam à 135 livres, je ne sais pas son cardio, ça va être mieux qu'à 125. Il ne pourra pas faire le weight bully comme dans la catégorie de poids plus basse. Est-ce qu'il va struggle un peu plus pour ses amener au sol? Un finish late pour Ewing, c'est pas hors de la table. Je pense que c'est à plus 1400 sur Bet365. Ewing to win in round 3. Ça me titille. Je vais peut-être avoir un petit poke là-dessus. Rien de sûr encore. Mais sinon, Raphaël Estevam, honnêtement, on n'a jamais vu à l'inverse Ethan Ewing contre un grappler aussi relentless que Raphaël. Donc, il y a des points d'interrogation à répondre encore une fois ici. Contre Malcolm Wallmaker, Malcolm, oui, il a essayé 2 takedowns, il les a pas eu, mais c'est un striker. Sur la scène régionale, il s'est battu contre des dudes qui mixent le grappling de temps en temps, mais pas qui sont aussi relentless là, que Estevam, puis qui ont le niveau de jiu-jitsu de celui-ci. Fait que je suis vraiment curieux de voir comment ça va aller.
Mais par contre, avec les odds qu'on a ici à plus 125, je pense que le value side, c'est Raphaël Estevam. Puis son money line, si vous êtes moins in, il y a le point de spread que j'aime bien. Sur Bet365, le point de spread, je pense qu'il est à moins 150-ish, comparativement à moins 200 sur BetOnline. Fait que ça peut être un angle intéressant. Raphaël Estevam, qui je crois va gagner le premier round à très 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 high clip. Je serais surpris de le voir se faire 30-27 par Ewing. Dans le cas où Ewing finish late, par contre, là ça flop. Mais si vous bettez le money line de Estevam à plus 125, puis Ewing finish, ça va flop aussi. Fait que c'est peut-être un petit peu plus safe d'y aller avec le point de spread. Donc voilà mon analyse pour le fight. Je vais sider, je pense, slightly du côté de Estevam à cause du prix surtout. Mais écoutez, c'est un combat que ça se pourrait que je flippe mon pick là, d'ici samedi. Next, on a Abdul Rahman Yakaev versus Brenson Ribeiro. Je pense vraiment que c'est un setup spot là, pour avoir un highlight reel à Yakaev ici. Moins 1400, là, favori contre plus 740, encore une fois, énorme cote. 8-0 pour Yakaev, 17-9 pour Ribeiro. 25 ans, 29 ans chez les light heavyweights, 6 pieds 2, 6 pieds 3. Ribeiro qui a un petit peu plus de portée. 97% pensent que Yakaev va win, puis ça fait probablement du sens. Tantôt, il y a McMillan là, que je parlais qui était un énorme favori. Je pense que Yakaev, c'est un favori un peu plus déservé ici. Brenson Ribeiro, durabilité très suspecte. Je pense que toute sa game, en fait, là, est suspecte. C'est fait finir par KO. Combien de fois? Je pense 5 fois. Presque tout le temps au premier round également. Défensive là, qui est très, très douteuse contre un Rahman Yakaev là, qui part comme une fusée. Je pense qu'il va probablement le coucher là, avec les premières frappes qui vont toucher solidement. Il va le crack, il va le knockdown, il va-tu le TKO, il va-tu le soumettre, je sais pas. Pas mal sûr que ça va être au premier round aussi. Niveau bet, il n'y a pas grand-chose à faire, là, on va se le dire avec ça. Le money line, là, du moins 1400. Non merci, même le finish round 1, je pense que c'est à moins 270, moins 270, pardon, ça fait pas trop de sens. Je pense KO round 1 qui est à moins 120, qui est peut-être la cote la plus intéressante, parce que Ribeiro il a tendance à se faire KO et non soumettre. Là. Vous voyez, il y a 5 loss par knockout, 2 par sub, puis au UFC level, c'est justement son menton qui a fait défaut là, à plusieurs reprises. Ses défaites, c'est pas toutes des bons looks là, contre Omar Sy, Gadzhazulov, il s'est fait out-grapple, en tout cas, bref. Brenson Ribeiro, on va pas s'attarder là-dessus. Là. Je pense pas qu'il y a d'affaires au UFC encore une fois. Puis du côté de Yakaev, des points d'interrogation à répondre. Rarement sorti des premières minutes du combat, mais je pense pas que c'est Ribeiro qui va nous donner les réponses là, auxquelles on a besoin sur lui. Fait que donnez-moi Abdul Rahman Yakaev par finish, probablement comme il veut, et très rapidement d'ailleurs. Next, on a un super bon fight entre Virna Jandiroba et Tabata Ricci, du moins très intriguant. Virna 22-4 chez les pros, 12-3 pour Tabata, qui est la favorite sur Tapology. Je pense que ça le flip par contre en ce moment où on se parle. 37 ans, bientôt 38 là, pour Virna, 31 pour Tabata, combat chez les Women's Flyweight. 5-3, 5-1, donc avantage de taille et de portée aussi de 3 pouces là, pour Virna. Communauté majoritairement du côté de Jandiroba également. Si on regarde les odds, donc vous voyez Virna qui est rendu favorite, là, le meilleur prix, moins 120. J'étais un petit peu de son côté aussi. Ça a été plus intéressant à plus money, du moins là, early cette semaine. Donc on a deux contenders chez les Women's Flyweight, puis qui ont des styles pas pareils, là, mais quand même. C'est 2 combattantes qui ont tendance à mixer le grappling puis à avoir un edge de la sorte ici. J'ai l'impression que Virna, ça va être elle qui va push le grappling et que Tabata Ricci va sûrement essayer de garder ça debout. Même si Tabata a une black belt en judo aussi, je pense tout de même que le jiu-jitsu de Jandiroba est des levels, quelques niveaux supérieurs à Tabata Ricci. Son top control, son jiu-jitsu, pas son jiu-jitsu, pardon, oui, là, mais son sub-game est super agressif. Vous voyez là, 1.5 sub-attempt par 15 minutes. Elle a des sub-attempts dans beaucoup de ses fights. Je pense qu'elle en a 15 ou 16 au total au UFC level. C'est énorme. Virna,
Peut-être pas la meilleure lutteuse, mais somehow, dans tous les combats qu'elle a essayé d'amener ça au sol, elle a réussi des takedowns, à l'exception de celui-ci, mais elle n'a pas essayé d'amener le combat au sol. Fait qu'elle n'en a pas eu, ça va de soi. Mais sinon, là, même contre Carla Esparza, qui était grosse lutteuse, vous voyez, là, 3 takedowns, 3, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 9. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Dans toutes ces fights où elle a essayé d'amener le combat au sol, elle a réussi à un moment ou un autre. Elle a gagné la majorité d'entre eux également. Donc, smooth operator au sol. Debout, un peu moins, je dirais. Au niveau du striking, je tends à favoriser un petit peu Ricci, mais peut-être pas nécessairement parce qu'elle est énormément plus technique, entre guillemets, là. Mais plutôt parce que Tabata Ricci, elle a un output beaucoup plus gros que Virna, donc elle lance beaucoup plus de volume. Elle tape pas très fort par contre, mais elle lance beaucoup de shots. Elle est plus rapide, un petit peu plus vite et explosive sur ses pieds que Virna. Mais je pense que Jandiroba, par contre, cogne plus fort. Elle peut envoyer des bons kicks, des low kicks, même des high kicks, elle peut surprendre. Elle a un bon overhand right. Elle a un jab décent aussi, mais clairement que la vitesse va du côté de Tabata Ricci. Puis on l'a dit, elle a une base de judo, un bon jiu-jitsu aussi, Tabata. Mais vous voyez, là, si on parlait de jiu-jitsu agressif, 0.1 sub-attempt par 15 minutes. Donc, elle a une sub-attempt dans tous ses combats au UFC level. Et fun fact aussi, elle n'a jamais eu un sub-attempt contre elle. Fait que, tu sais, oui, elle n'a pas de loss par soumission en carrière, mais il n'y a jamais une combattante qui a réussi à locker une vraie attempt solide contre elle. Ça pourrait être le cas ici, j'ai hâte de voir. Mixe également les takedowns. Vous voyez, elle a des takedowns dans presque tous ses combats. Capable d'amener le combat au sol, d'edger les rounds de cette façon-là. Puis les deux ont des stats semblables, là, soit 2.85 takedowns par 15 minutes pour Virna, 2.69 pour Ricci sur 7.25, 7.6 attempts. Fait que c'est très très semblable. Mais j'ai l'impression aussi que la physicalité de Virna va probablement faire une différence. Si elle met les mains sur Ricci, même si elle n'a pas la meilleure lutte, je pense que somehow elle va réussir à draguer ça au sol, peut-être prendre le dos. Tabata Ricci, il n'y a pas une tonne de combattantes qui ont tenté de l'amener au sol, quelques-unes. Mais si on regarde Robertson l'amener au sol sans trop de difficultés, du moins le takedown qu'elle a eu sur les 4 attempts, il a été quand même facile. Même chose contre Ibas, son dernier combat, s'est fait faire une grosse projection là, au premier round contre la cage. Puis Ricci, si elle a son dernier combat contre Amanda Ribas, son game plan c'était clairement de clincher, à pousser Amanda Ribas contre la cage, des bons petits shots, puis c'est même un elbow qui a tapé dans l'œil qui a causé le finish. Elle a pas, même si elle a eu un TKO à son dernier fight, je pense pas qu'elle est super puissante, c'est vraiment le elbow bien placé au niveau de l'œil qui a initié la séquence de finish. Mais si elle décide de clincher Virna de la sorte ici, je pense que justement ça va se tourner contre elle. Virna va la muscle down somehow. J'ai hâte de voir sur son dos Ricci qui a démontré un bon get-up game historiquement, mais elle n'a jamais eu une combattante aussi high level en grappling que Virna sur elle, sur le top. Fait que j'ai bien hâte de voir un combat qui m'intrigue. Puis même debout, si ça se passe pendant 15 minutes sur les pieds, si on voit la vitesse, le volume de Tabata Ricci versus les coups peut-être un petit peu plus puissants de Virna Jandiroba. Virna qui réussit à mixer un takedown à droite, à gauche là, pour solidifier des rounds. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a un petit edge sur beaucoup de points ici. Elle a aussi plus d'expérience, on s'entend. Tabata, oui, elle a un bon résumé au UFC. Elle a combattu des bonnes athlètes, mais je pense que Virna est quand même un step ahead ici. Puis même des victoires contre des adversaires communs. Virna qui a 30-27 Yang Jianan, puis Tabata Ricci qui s'est fait piece up par elle. Ça, faut pas faire du MMA mat, c'est Styles Make Fight, mais ça montre un petit peu aussi le level tout de même, à mon avis. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, je suis intrigué par ce combat-là, mais j'ai tendance à donner un slight lean à Virna Jandiroba. Je pense que favorite à moins 120, moins 130, ça fait du sens au niveau des cotes. C'est là que ça devrait se situer. Mais tout de même, un combat là, assez volatile qui pourrait avoir des surprises. Ça va aller à la décision à très high clip, à mon avis. Des bonnes chances qu'on ait un 29-28, que ce soit pour Virna ou Tabata, ou peut-être même un split decision. Là. C'est mon feeling. Et puis, la finale, on a Chris Duncan contre Renato Moicano.
Bon fight, très intriguant, je suis curieux de voir ça aller. Deux dudes qui se connaissent bien, qui se sont entraînés ensemble très très souvent au fil des dernières années, qui sont du même gym, donc c'est un peu, un peu weird là, comme matchmaking, mais c'est pas la première fois que ça arrive à Chris Duncan. En plus, bref, Renato 27-1 chez les pros, 15-2 pour Duncan, qui est le favori. J'ai tendance à sider du côté de Duncan, je vais le dire tout de suite, mais je trouve que les odds sont un peu trop grosses là. À mon avis, 32 ans à l'aube de ses 33 ans versus 36 à l'aube de ses 37 du côté de Moicano. 5 et 11, 5 et 10, 0.5 pouces de plus de range là, pour Moicano. C'est pas énorme. Communauté un peu plus du côté de Duncan. Comme je dis, c'est weird parce que les deux dudes, ils se connaissent super bien. Ils sont entraînés vraiment souvent ensemble. Duncan qui parle dans ses interviews justement qu'il ne doit pas donner son dos à Moicano, son bad take est nasty, puis à l'inverse, Moicano qui parle de la guillotine, des front shows. Fait les deux, d'après moi, ils ont goûté à la médecine de l'autre là, à l'entraînement à plusieurs reprises. Puis si on regarde les odds, vous voyez Duncan à moins 175, ça rediminue un petit peu, mais je trouve ça quand même cher payé là, pour son moneyline. Ça reste un gros test en Moicano. Renato Moicano, je pense qu'il est live ici, clairement. Je l'ai dit, son backtake, c'est vraiment sa menace principale, j'ai l'impression. Puis c'est quelque chose que Duncan, on a vu faire dans le passé. Il se fait catch un kick, il peut tomber au sol, un peu comme Saint-Denis là, qui avait envoyé un kick, Moicano qui catch, qui réussit à capitaliser, amener ça au sol, aller prendre le back. Les fois que Chris Duncan s'est fait amener au sol, souvent il se relève, mais il a tendance justement à turtle puis à donner son dos dans le processus. Puis si tu as Renato dans ton dos, c'est pas une bonne nouvelle. Moicano qui a combien de soumissions UFC? Je suis plus certain. On va essayer de vous le trouver là. Mais Moicano qui a 6 victoires par soumission au UFC, c'est 6 rear naked choke. Donc ça vous donne une bonne idée. C'est sa spécialité. Debout, striking décent. Je pense qu'il est plus technique un peu que Chris Duncan, mais il n'a pas le même firepower, clairement pas. Duncan, il a les mains très pesantes, les kicks pesants. Moicano peut faire mal debout, mais je pense que si on a un striking match, Duncan, lentement mais sûrement, il va prendre le dessus là, avec sa puissance, même s'il n'y a pas le plus gros volume. Moicano, je pense qu'il est moins durable. On l'a vu se faire crack, se faire knocker à plusieurs reprises. La première fois, notamment contre José Aldo ici. Il y a eu contre Chan Sung Jung, Raphaël Fiziev aussi, c'était quand même un bon knockout. Il s'est fait knockdown par RDA. Il s'est fait blesser par Jalen Turner. Je veux dire, le dude s'est fait crack de multiples reprises. Donc, je pense que le niveau de la durabilité, c'est du côté de Duncan, qui, oui, s'est déjà fait knocker, mais il nous a montré encore récemment là, qu'il peut manger hell of a punch, que ce soit contre Rebecki ici. Il a gagné, c'est un des Fight of the Year là, 2025, mais il a reçu des très très gros coups. Contre Terrence McKinney, il s'est fait rock solidement dans les premiers instants du combat. Il a réussi à revenir puis le terminer. Il s'est fait blesser. Contre Borchev, il s'était fait knocker, ça fait un petit bout. Contre Torres, c'était plus un échange de ça, mais il reçoit quand même là, quelques bonnes patates, il faut lui donner. Fait que je pense vraiment que Chris Duncan, plus de durabilité. Je pense que sa trajectoire de carrière aussi est un petit peu plus sur le uptrend. Tu sais, Duncan qui est sur 4 wins d'affilée ici. Donc, il est en train de climber les échelons, il est motivé, tandis qu'il y a Moicano qui est sur 2 défaites d'affilée. Makachev, tu sais, no shame, on peut lui donner un pass, short notice en plus. Mais j'ai l'impression que Moicano, il est peut-être plus dans le fight game à 100%, dans le sens où il y a son podcast, il y a plein de projets qu'il fait, tu vas voir un peu ses médias sociaux puis tout, là, il parle de lecture, de self-growth, d'investissement, de crypto, etc. Je ne sais pas à quel point il a la tête dans le fight game à 100%. Monet Moicano là, de son surnom, un petit peu plus âgé. Je pense que le millage commence à sentir sur son body ici. Les deux se connaissent. Moicano, s'il réussit à amener le combat au sol early, je pense qu'il est live. Mais plus le combat va s'extendre, plus que je tends à favoriser Duncan. Moicano qui peut fade un peu là, au fil du fight. C'est surtout son dernier combat. Autant qu'il y a eu des bonnes performances ici contre Saint-Denis. Même si au deuxième round, Saint-Denis est en train de take over, puis je pense même qu'il l'a gagné. Il y a eu des belles performances dans cette petite séquence-là, mais son dernier combat contre Dariush, qui est un peu plus vieux, qui est kind of wash à mon avis, il a non seulement perdu, mais il a fait très bien paraître Beneil Dariush, puis j'avais un bet sur lui là, d'ailleurs. Fait que tu sais,
Lately, Renato Moicano, il ne m'a pas donné un bon feeling du tout. Par rapport à Duncan, qui est sur une grosse roll, j'ai l'impression qu'il va probablement finir par clip Moicano tôt ou tard dans ce fight-là. S'il réussit à rester safe, il ne faut juste pas qu'il fasse de grosses erreurs, qu'il shot des takedowns reckless, qu'il te fasse out scramble, soit prudent avec ses kicks, pas se faire catch, puis amener au sol par Moicano. Puis je pense qu'il va être safe et qu'il va pouvoir le terminer un petit peu plus tard ici. Ça reste un combat très serré. Moicano, no joke, très gros skill set, avantage d'expérience, on le dit. Il est live pour la win. Je pense que les codes devraient être un petit peu plus serrés. Un pick-em, pratiquement, là, un coin flip, ou Duncan à moins 120-ish, ce serait le prix que j'aurais tendance à aligner. Fait que son money line, à mon avis, à Duncan, pas vraiment de value. Mais je pense qu'il devrait trouver une façon de gagner ce combat-là ce samedi. Gros main event, j'ai hâte de voir, je pense que ça va être violent. Je serais surpris qu'on voit une carte des juges là, ici. Fait que that's it la gang, on a fait le tour, les 13 fights sont breakdown. Beaucoup de volatilité, des match-ups plus low level, des prospects qui sont moins prouvés contre des dudes qui pourraient être surprenants, des longs layoffs. Fait que soyez prudents là, avec vos mises, où est-ce que vous mettez votre cash. Là-dessus, je vous souhaite un beau week-end, une bonne carte, puis j'espère que vous allez cacher vos slips. Peace!